Nous sommes en 1715 au XVIIe siècle. Maurice vient à peine d'être revendiqué par la France au nom de Louis XIV. Les colons français se sont installés sur l'île, mais il y avait également des esclaves africains et des travailleurs indiens qui ont été amenés pour travailler. Pierre Poivre, un célèbre botaniste français, arriva sur l'île en 1767 à bord du navire Le Dauphin. Sa principale mission était d'accomplir le développement de l'agriculture à Maurice. Ce fut pendant son mandat, en 1768, que la première imprimerie fut établie sur l'île, appelée alors Île-de-France. L'Île-de-France a été prise par les Français en 1715 et ensuite en 1721. Donc c'est assez récent, il y a tout juste un demi-siècle et il n'y avait rien. Avant leur arrivée, ils ont eu à tout amener sur l'île, des gens, des travailleurs, du matériel, mais aussi ce qu'on appelle la presse imprimée, une imprimerie. Donc ensuite, alors imprimer quoi? Des affiches, qu'on pourrait dire aujourd'hui des tracts. À bord du même navire que l'intendant Pierre Poivre, Pierre Senoy, ingénieur machiniste, a fait route pour l'Île-de-France chargé de monter l'imprimerie. Celui-ci y épousa la Mauricienne Jeanne-François Gandon et commença alors son métier d'imprimeur à Port-Louis en 1768 en imprimant des avis et d'autres documents officiels. La première feuille d'impression fut un discours de Pierre Poivre à la colonie dès son arrivée à l'Île-de-France. Alors Pierre Senoy, c'est un de ces Français du XVIIIe siècle qui arrive à ce qu'on appelle alors à l'Île-de-France. Le 7 janvier 1770, Senoy fut remplacé par Pierre-Nicolas Lambert, un imprimeur de profession qui arriva sur l'île en 1767 alors âgé de 26 ans. Lors de son temps à l'imprimerie, il sortit plusieurs publications officielles. Il publie alors, en décembre 1772, un prospectus annonçant la publication d'un nouveau journal. Celui-ci serait un hebdomadaire qui réunit toute information utile au bien-être et à la curiosité des colons. Le bureau d'abonnement et distribution des feuilles hebdomadaires dont on donne ici le prospectus est à l'imprimerie du Roi, située entre la citadelle et le ruisseau des Pucelles. On annoncera dans les quartiers, par une affiche, le jour que commencera la distribution de la première feuille. Selon le communiqué, les colons devaient payer un abonnement pour la distribution du journal à leur domicile, soit 24 livres pour les habitants du port et 36 livres pour ceux qui habitent dans le centre de l'île. La distribution devait s'opérer chaque jour de 9 h le matin à 5 h de l'après-midi, à l'exception du lundi. Il vient alors, le 13 janvier 1773, annonce, affiche et avis divers pour les colonies des Îles-de-France et de Bourbon, le premier journal que connut l'île. Le premier journal annonce, affiche et avis divers pour les colonies des Îles-de-France et de Bourbon, publié en français, contenait principalement des annonces commerciales telles que la vente des terrains ou des esclaves. 6 noirs de marine à louer, s'adressait aux sœurs Boulot, rue des Limites. Le capitaine Oufoy, demeurant rue de la Corderie, a les marchandises et après à vendre. 20 caissons de savon d'Angleterre à 20 fois la livre. 20 caisses d'huile d'olive à 3 livres la bouteille. Ce journal, annonce, affiche et avis divers, démontre la présence du commerce en cette époque. Les colons mettaient en vente ou en location leurs biens tels que leurs maisons. La monnaie d'échange en cours en cette époque variait entre la livre, monnaie française de l'époque, la marchandise, voire même les esclaves. Ces derniers étaient considérés comme des biens matériels qui se vendaient ou étaient placés en location. Les hommes pour effectuer des travaux dans les champs et les femmes pour être nourrices ou gouvernantes. Dans l'hebdomadaire du mardi 21 octobre 1783, les noms de noirs tels que Manon, Jolicoeur, Négrillon Malabar étaient publiés ainsi que les dates de leur entrée à la colonie. Ce journal se fait témoin de la pratique de l'époque coloniale, aujourd'hui perçue comme odieuse. Nous pouvons également repérer quelques avis de recherche parmi les articles de cette gazette. Le sieur Édouard réclame un petit noir âgé d'environ 12 ans, nommé Kotoki, absent depuis le 14 de ce mois, et promet récompense à la personne qui le lui ramènera. L'on informait aussi la colonie des allées et retours des vaisseaux marins.
ce qui prouve la fonction essentielle de ce journal pour la circulation d'informations au sein de la colonie. Donc au début, c'est très commercial. Je veux vendre une partie de mes terres. J'ai du blé à ne savoir qu'en faire, donc je vends le surplus. J'ai des fruits, j'ai des légumes. J'ai besoin de main-d'œuvre, j'ai besoin d'esclaves. Enfin, tout ce qui... Aujourd'hui, on peut comparer ça à la partie petite annonce dans les journaux. En 1783, Nicolas Lambert céda son poste d'imprimeur à François-Nicolas Boll, qui prit le nom d'imprimeur de l'Assemblée coloniale sous la Révolution. Le journal semble avoir opéré de 1773 à 1790. D'autres périodiques ont été lancés après la publication du premier journal, qui ont coexisté avec annonces, affiches et avis divers, tels que le Journal des Îles-de-France et de Bourbon, publié par Durance et Brun, qui fut le deuxième journal à avoir existé sur l'île, ainsi que le Journal de la colonie des Îles-de-France et de Bourbon, publié par Burnel, qui fut le premier journal critique publié durant la Révolution française. Après la grande bataille de Vieux-Grand-Port, les Anglais ont remporté contre les Français et ont revendiqué l'île en lui rendant son nom d'origine Maurice, un nom choisi par les Hollandais en honneur à leur prince Maurice de Nassau. Durant le règne anglais, Adrien d'Épinay, un avocat établi à Maurice, fut choisi par ses compagnons pour les représenter à Londres en 1831 concernant la compensation financière que les propriétaires de plantations demandaient en échange de l'abolition de l'esclavage. Ce fut à Londres que d'Épinay obtint la liberté de la presse auprès des Anglais. Alors, il y a plusieurs missions d'Adrien d'Épinay, je crois qu'il y en a 3. Il n'y a pas que la liberté de la presse. Adrien d'Épinay nous fait obtenir le droit d'avoir des banques. Il va obtenir que des Mauriciens siègent au conseil du gouverneur ou du gouvernement, qui est l'équivalent du Parlement aujourd'hui. Il va comme ça obtenir plusieurs avancées constitutionnelles, libérales, c'est-à-dire augmenter le droit des Mauriciens à faire un petit peu ce qu'ils veulent. Le Cernéen était le premier journal dit démocratique sur l'île, opérant quotidiennement sans ingérence du gouvernement. Il fut au tout début publié en français, car c'était la langue dont la majorité des habitants lettrés comprenaient, mais petit à petit fut publié en anglais. Ce journal, dont l'abonnement se réglait chaque trimestre auprès de 3 piastres, était aussi intitulé « Petite revue africaine ». Son imprimerie se situait à la rue des Forges à Port-Louis. Toutefois, ce n'était pas une liberté totale, vu que l'île était encore sous le joug colonial. Donc les journaux sont libres en ce sens qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation officielle du gouvernement pour dire certaines choses, pour écrire certaines choses, mais si ce qu'ils ont écrit constitue un délit, un crime devant la loi, ils seront poursuivis. Le Cernéen publiait des annonces commerciales telles que la vente des terrains, mais publiait également des pensées ainsi que des communiqués que les colons envoyaient à l'éditeur du journal pour y être publiés. Le journal reprend une lettre déjà publiée dans un journal anglais par un certain James McQueen adressée au comte Grey. Cette lettre dénonçait un manifeste jugé anticolonial et venimeux, ce qui démontre que le Cernéen se faisait défenseur de la colonisation en ce temps-là. Lettre sur l'empire colonial de la Grande-Bretagne, adressée au comte Grey, premier lord de la Trésorerie, par James McQueen, écuyer. My lord, il était dans mon intention première d'appeler, sans un long préambule, l'attention de votre seigneurie sur l'étendue et l'importance du commerce, des revenus, de l'industrie et des richesses de tout l'empire colonial de la Grande-Bretagne, et de vous montrer comment la grandeur et l'opulence de cet empire alimentent et soutiennent les ressources, la force et la puissance de la mère patrie. Mais la publication d'un manifeste venimeux et anticolonial, conçu sous la forme et à la place d'un avertissement, aux dernières pages du journal célèbre par l'organe duquel j'ai l'honneur de m'adresser encore à votre seigneurie, me force d'attirer, en commençant, le dédain de votre seigneurie, le dédain et l'indignation du public sur ce système infâme et désastreux par lequel une troupe de taupes malfaisantes veulent miner notre empire colonial,
sur ce système enfin dont ce manifeste fait partie. Ce morceau publié par le Cernéen démontre la nature procoloniale de ce journal, qualifiant tout autre périodique publiant à l'encontre de l'administration coloniale comme manifeste venimeux et anticolonial. Le Cernéen était notoirement connu comme une gazette raciste portant préjudice aux individus de couleur. Nous pouvons entrevoir dans ce lambeau de journal abîmé au fil des ans les propos en effet racistes publiés par le Cernéen le 24 avril 1832. Le nombre des esclaves marrons augmente de manière effrayante. On se rappelle l'ordre conseil qui a prohibé entièrement l'usage sur les habitations. Sa mise en vigueur en août 1831. Dans les 4 mois qui ont vu le jour, le nombre des marrons a augmenté à 2154, suivant un officiel qui nous a été communiqué. On portait à moins de 3000 termes moyens des esclaves en état de marronnage. C'est-à-dire qu'il y a continuellement à la colonie environ 3000 sauvages vagabonds qui sont arrêtés par les chasseurs. Ce fut lors de la controverse touchant l'abolition de l'esclavage que le Cernéen publia à l'encontre de cette idée. Il comptait parmi ses critiques les plus acharnés le Mauricien par Eugène Leclésio et la Sentinelle par Rémy Ollier. Et il y a Rémy Ollier qui va obtenir un journal pour la population de couleur, ça va être la Sentinelle. Et ça, c'est une très belle histoire parce qu'au théâtre de Port-Louis, on joue une pièce d'Alexandre Dumas. Et les journaux blancs, mauriciens et cernéens, dénoncent le choix de cette pièce parce qu'ils trouvent que c'est le plaidoyer de l'adultère. Et en plus de ça, ils ajoutent que ça a été écrit par un nègre, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, effectivement, est quelqu'un qui vient des Antilles françaises et qui est né d'un père français et d'une mère africaine. Et les amis de Rémy Ollier sont un peu outrés qu'on parle comme ça de la population de couleur. Ils font une réponse que les 2 journaux refusent de publier. Et c'est là qu'ils disent, puisque les journaux blancs ne veulent pas publier notre réponse, nous allons créer notre journal. Et c'est comme ça que la Sentinelle va voir le jour pour défendre les intérêts de la population de couleur. Nombreux sont-ils ceux qui qualifient le Cernéen comme étant un journal raciste et pro-colonial qui publiait à l'encontre des gens de couleur. Le Cernéen, certes, s'est fait des ennemis au fil des années, mais a aussi été la cause de l'avènement de plusieurs journaux tels que le Mauricien par Eugène Leclésio et la Sentinelle par Rémy Ollier. Cependant, c'est lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les journaux se faisaient rares, que 3 journaux se sont alliés pour une même cause, celle d'informer le public. Parmi, l'on retrouvait le Cernéen, le Mauricien et Advance. Ces 3 journaux réunis pour former un journal singulier qui se faisait donc appeler la Feuille commune. Quelque temps après, le Cernéen établi par Adrien d'Épinay en 1832 ferma en 1982 après 150 ans d'opération. Les journaux annonces, affiches et avis divers pour les colonies des Îles-de-France et de Bourbon ainsi que le Cernéen nous ont révélé le mode de vie de ce temps révolu. À travers les écrits, nous avons découvert les noms de gens qui existaient jadis sur l'île que nous connaissons aujourd'hui, le commerce d'antan et la façon dont la presse écrite présentait les événements sur la colonie. Nous avons découvert, d'une manière analytique, 2 périodes coloniales distinctes. La colonie française sur l'île de France, au temps où la censure régnait, et la colonie britannique sur l'île Maurice avec l'avènement de la liberté de la presse. Ensuite, il va y avoir Siousaga, Ramgoulam et les frères Bissuntoyal, et c'est comme ça que cette communauté va prendre sa place. Ça va être le cas de Advance pour les hindous. Les musulmans n'ont pas eu de très grands journaux, les Chinois encore moins. Mais la population de couleur a eu un grand nombre de très bons journalistes et de très bons journaux. Nous pouvons dire aujourd'hui que depuis son apparition en 1773, la presse ne s'est jamais éteinte, car plusieurs autres journaux ont également fait surface au fil des années, tels que La Balance qui a été publiée par Berquin, un membre de la communauté des gens de couleur, ainsi que la Gazette des Îles-de-France, la Sentinelle de Maurice, le Mauricien, qui a arrêté son cours en 1863 pour reprendre en 1908 jusqu'à présent, Hindustani en 1909 et Advance en 1940, qui a également été un acteur important d'un événement majeur dans l'histoire de Maurice, l'indépendance en 1968, donc la fin de la colonisation britannique sur l'île.